c'est l'heure de débattre dans le Grand Matin été de Sud Radio. Sud Radio, le Grand Matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. La question du jour sur les vaccins, l'ARN messager et le variant Delta. Pensez-vous qu'une troisième dose soit nécessaire, prématurée ou exagérée? On reçoit nos invités Jean-François Saluzzo, virologue, et Loïc Prudhomme, député LFI de la 3e circonscription de Gironde. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour débattre. On va commencer tout simplement avec la question qu'on a posée à nos auditeurs. Vous l'avez entendu, Jean-François Saluzzo, cette question, voilà, pour vous, cette troisième dose de rappel, est-ce qu'elle est nécessaire, prématurée ou est-ce que c'est exagéré? Quel est votre avis à ce sujet? Alors, d'abord, disons que le terme exact serait plutôt une dose de rappel, parce que si on parle de troisième dose alors qu'on n'a pas encore fini la deuxième dose, ça va être très confus. Alors, rappel, oui. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il existe deux groupes de vaccins. Des vaccins vivants atténués comme la rougeole, dans lequel on a un virus atténué qui se multiplie dans l'organisme et qui donne une très forte immunité. Et dans ce cas-là, une seule dose généralement suffit. Et puis des vaccins qui sont inertes, c'est-à-dire tués, et qui nécessitent une primo-vaccination, par exemple l'hépatite B, l'hépatite A, etc. Une primo-vaccination à 2 doses, plus un rappel un an après. Les vaccins ARN ou les vaccins Astra sont des vaccins inertes, inactivés. Donc, ils passeront certainement par ce schéma de vaccination à 2 doses en primo-vaccination, un rappel un an après. Alors, maintenant, évidemment, faire un rappel à 6 mois pour les personnes, en dehors des personnes des cas très particuliers, c'est tout à fait inutile. Il faudra bien attendre le résultat. Et puis, quand on aura fait ce rappel, c'est tout à fait différent de la grippe. On n'est pas là pour faire une vaccination annuelle. On peut espérer qu'après un rappel au bout d'un an, par exemple, on ait une immunité sur le long terme et on aura peut-être une immunité pour 5 ans, 10 ans. Donc, c'est plutôt dans ce schéma de vaccination qui est très classique pour les vaccins dits inactivés. C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, c'est encore un peu tôt pour se dire, ce type de vaccin, en tout cas ARN messager, alors Pfizer ou AstraZeneca, par exemple, pour une autre technologie, c'est trop tôt pour dire qu'il faudra se faire vacciner, si on le souhaite, une fois tous les ans, par exemple? Disons, vu la nature du vaccin, il est à peu près évident qu'on aura la nécessité d'une dose de rappel, mais pas à 6 mois, bien sûr. Une dose de rappel, ça se fera au bout d'un an minimum. Loïc Prudhomme, vous êtes, je le rappelle, député LFI de Gironde. Cette troisième dose donc de rappel, on insiste sur ce terme, ça vous semble nécessaire, prématuré ou exagéré chez nous? Confiance à M. Saluzzo et à l'OMS. Moi, ce que je remarque notamment sur cette question de troisième dose, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la lutte contre cette pandémie, elle passe forcément par une lutte qui est mondiale. Et là aussi, il faut avoir rappelé quelques éléments chiffrés. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde, seuls 28,6% de la population a une première dose, 14,8% seulement est complètement vaccinée, et seulement 1,1% des personnes dans les pays les plus démunis sont vaccinées. Donc, la première chose avant de commencer à causer ici de généraliser une troisième dose, c'est de permettre à ce que le monde entier puisse avoir accès au vaccin de manière massive et complète. Et ça, on en est encore loin, puisque nous avons demandé depuis de longue date une levée des brevets sur ces vaccins qui n'a pas été acceptée. Je vous rappelle que nous ne sommes pas les seuls. En tant que mouvement politique, nous l'avons fait, mais il y a aussi des pays. Et je rappelle que l'Inde et l'Afrique du Sud, le 2 novembre 2020, ont demandé cette levée des brevets auprès de l'OMC, et que cela a été refusé, et notamment que la France a eu un double discours avec un président qui disait au mois de mai être pour la levée des vaccins, qui a voté contre. Donc on a une dichotomie, en tout cas une divergence entre l'avis de l'OMS que moi je prends plutôt au sérieux et puis des gens qui suivent plutôt l'avis de l'OMC. En fait, on est là. C'est l'OMS contre l'OMC. Chacun choisira son camp. En tout cas, moi j'ai choisi celui de la santé et d'une vraie lutte sanitaire. Il semblerait que le gouvernement ait plutôt choisi celui de l'économie et du commerce. On va faire réagir dans un instant Jean-François Saluzzo sur cette question de la vaccination à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale et non pas nationale. Mais pour revenir sur la question, on va dire au niveau français, au niveau national, Loïc Prudhomme. Actuellement, on est à 47% des Français qui sont complètement vaccinés. Là aussi, on peut se dire que c'est prématuré de parler de troisième dose, une dose de rappel, alors que on a une grande partie des Français qui ne sont pas totalement vaccinés.
Oui, alors déjà, ça a été rappelé par Monsieur Saluzzo, ça concerne, pour l'instant, le rappel, il est utile pour des gens très immunodéprimés. Là, il y a pas de discussion, tout le monde, et il y a un consensus là-dessus. La généralisation, elle pose des problèmes. Vous l'avez dit, il y a seulement 47% des gens vaccinés, mais surtout, moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, et ce qui me pose problème dans ce pass sanitaire, c'est notamment, parce que c'est aussi des questions qui sont liées, c'est que nous avons encore des millions, 5 millions, pas loin de 5 millions de personnes, de Français vulnérables, qui ne sont pas vaccinés. Et donc, il faut aller les chercher, les convaincre, déployer des moyens médicaux, du conseil pour aller couvrir sanitairement ces personnes les plus vulnérables, parce que c'est elles qui vont majoritairement décéder des suites d'un Covid ou avoir des séquelles et des Covid longs. Donc moi je pense qu'il faut absolument cibler les personnes vulnérables dans une urgence absolue aujourd'hui, alors qu'on est dans une mais dans le même temps, on a certains députés qui relèvent que dans certains courriers de différentes agences régionales de santé, on est en train d'annoncer un nombre de doses livrées qui par endroits pourrait baisser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc est-ce qu'on aura aussi assez de doses à ce moment-là pour vacciner, avoir des vaccinations complètes sur ces publics dont vous parlez avec des risques? C'est une vraie question, mais c'est une vraie question d'ordre plus général. C'est que cette désorganisation complète, elle est vraie aussi pour les deuxièmes doses. Et je vous parle en connaissance de cause. C'est qu'aujourd'hui, pour trouver une deuxième dose de certains vaccins au cœur du mois d'août, c'est absolument une gageure. Et c'est une mission impossible. Donc on a vraiment un souci sur la politique sanitaire, la stratégie sanitaire qui a été mise en place et qui, selon moi, est défaillante. Et qui, en gros, les discussions que l'on a aujourd'hui, elles sont aussi pour masquer cette défaillance majeure de politique et de stratégie sanitaire. Je voudrais quand même vous rappeler que là on est en train de discuter de ça au jour des variants qui sont arrivés en France, dont on nous avait dit au mois d'avril que jamais le variant Delta ne franchirait les frontières. En fait, c'est une passoire, et le variant Delta est arrivé le 29 avril, le premier cas en France. Et voilà, la surprise visiblement du gouvernement, alors que tout le monde l'avait annoncé, que rien n'a été fait. Après, c'est vrai que sur ce virus, peu de personnes l'avaient vu venir aussi, même si c'est vrai, vous avez raison, notamment sur le début même de la crise sanitaire. On se souvient au printemps dernier, pour le coup, on disait encore au tout départ que jamais ce virus-là n'entrerait en France. Déjà à l'époque, il y a eu la question des masques. Effectivement, on ne va pas revenir sur toutes ces questions-là. Mais pour le coup, Jean-François Saluzzo, alors pour revenir en l'occurrence sur ce que disait Loïc Prudhomme, notamment sur le fait que, attention, pour gérer en tout cas cette crise sanitaire qui est une pandémie internationale, il faut penser de manière internationale, c'est-à-dire d'avoir une vaccination la plus large possible selon les pays, et pas seulement que sur des pays comme les pays européens, occidentaux, sur les États-Unis, sur le Japon par exemple. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette logique-là aussi internationale dans la vaccination avant de penser par exemple en France, en Allemagne notamment, ou au Royaume-Uni à une dose de rappel. Il faut l'intégrer ça aussi dans une logique sanitaire. Non, ce qui a été dit est tout à fait exact. C'est-à-dire, il y a beaucoup de déclarations et les faits ne sont pas là. Ça, c'est évident, quoi. On voit très bien que les pays, notamment l'Afrique, sont très, très peu vaccinés. Et comme cela a été souligné, effectivement, c'est une pandémie planétaire. C'est tout à fait exceptionnel. Vous savez, les grandes viroses, avant même la variole, etc., restaient localisées. Actuellement, on est en train d'éradiquer la polio, c'est très localisé. Là, on a une pandémie mondiale, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors, comment aider ces pays ? Bon, la solution, évidemment, c'est de donner des doses massivement et les aider à mettre en place aussi une infrastructure, parce que donner des doses d'un vaccin à conserver à moins de 70 degrés en Afrique, c'est quand même un challenge incroyable. Mais je pense effectivement qu'il faut voir ça sur le long terme. Le long terme, c'est-à-dire, bon, il y a les brevets, mais moi je pense qu'il serait beaucoup plus efficace, c'est le transfert de technologie, c'est-à-dire que des laboratoires comme Pfizer pourrait donner la technologie et aider à mettre en place des pays comme l'Inde, qui sont déjà des gros producteurs de vaccins, des pays comme le Brésil, qui sont des gros producteurs de vaccins. Il y a plusieurs pays qui sont des producteurs de vaccins. L'Organisation mondiale de la santé avait monté un projet pour le transfert de technologie pour la production du vaccin grippe dans 14 pays, et ça a été un succès total. Je crois qu'il faut voir ça sur le très long terme, car on n'en sera pas débarrassé, et il faut que beaucoup de pays puissent localement produire leurs vaccins à partir d'une technologie que leur a offert les grands groupes pharmaceutiques qui, de toute façon, ne pourront pas vendre le vaccin dans ces pays-là. Jean-François Saluzzo, pour continuer avec vous, alors on a un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui parlent
parle aussi de la question économique, du côté business. Je vous lis le commentaire, par exemple, sur Twitter là, de Manu Père, qui nous dit, en l'occurrence, sur cette question des doses de rappel, est-ce qu'il faut ou non une dose de rappel? Si je suis un actionnaire des Big Pharma, oui, beaucoup de rappels. Est-ce que vous entendez cette inquiétude ou cette critique de la part de certains en France qui disent, finalement, cette dose de rappel, est-ce que c'est pas finalement juste pour engrosser, d'une certaine façon, Big Pharma, les gros laboratoires pharmaceutiques? Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes ou ces critiques? La méfiance, ouais. La méfiance, ouais. Effectivement, Marilyn. Déjà, les Big Pharma, comme vous dites, se sont bien engraissés au cours de cette pandémie. Vous savez que le chiffre d'affaires annoncé par Pfizer est de l'ordre de 26 milliards d'euros. Il faut savoir que le marché mondial des vaccins habituels annuel est de 25 milliards. Donc, vous voyez que le chiffre d'affaires est assez spectaculaire. Maintenant, non, il faudra se baser uniquement sur des données scientifiques. Ce n'est pas au laboratoire pharmaceutique de dicter l'avenir de la troisième dose, de la dose de rappel. Logiquement, la science doit certainement se prononcer. Logiquement, il faut effectivement une dose de rappel, mais évidemment, ce n'est pas au laboratoire de dire on va la faire au bout de 6 mois. Quoi. Il faudra la faire. Bien sûr. Là-dessus, Loïc Prudhomme, justement, sur le fait que ce n'est pas au laboratoire de dicter justement la loi sur ces questions du nombre de doses et notamment sur cette dose de rappel. Est-ce qu'on a la garantie en France que effectivement les laboratoires ne font pas leur loi vis-à-vis de l'État en tant que politique, en tant qu'élu de la nation? Comme lobby. Ouais. Quelle impression vous avez à ce niveau-là? Ce que je vois moi concrètement, c'est que effectivement, c'est plutôt aujourd'hui Big Pharma qui fait la loi et nous avons des responsables politiques qui se couchent devant ses intérêts financiers et qui n'affirment pas la réalité d'une stratégie nationale pilotée par l'État et où la question de l'argent effectivement passe au second plan et pas au premier plan. Et je comprends que vos auditeurs s'inquiètent, enfin en tout cas s'émeuvent de cette question-là quand effectivement les profits sont gigantesques. Que les prix sont annoncés à plus de 25% et que on va en reparler, voilà, qu'on a besoin. Mais juste pour revenir sur cette question des levées de brevets, monsieur le professeur Saluzo parlait de transfert de technologie. Il y a un exemple quand même, il y a un précédent dans cette affaire, c'est que sur le sida notamment, les laboratoires ont été obligés par la communauté internationale à lâcher les brevets sur la trithérapie et notamment l'Afrique du Sud a pu produire à cette époque-là de quoi sauver des milliers de gens. Et moi c'est ce que je plaide et c'est ce que j'ai plaidé sur cette histoire de transfert de technologie. J'expliquais au mois d'avril, si ma mémoire est bonne, que les capacités de production mondiale de vaccins étaient seulement utilisées à 50% du fait du refus de ce transfert de technologie ou de cette levée des brevets. Et donc ça, c'est assez gravissime. Donc on voit qu'effectivement, toute cette question de politique sanitaire, en fait, elle est entremêlée de questions économiques et on ne sait pas bien qui joue le jeu de qui. Et en fait, on a bien l'impression qu'on a un président de la République qui fait plutôt VRP de Pfizer et de Moderna plutôt que d'agir vraiment concrètement. Et je voudrais rappeler quand même aussi qu'on a sur le territoire français des fleurons en question de santé. Je pense à l'Institut Pasteur qui a été obligé d'aller chercher des fonds auprès de LVMH que l'État français n'a même pas été fichu de filer de quoi poursuivre les recherches. C'est quand même assez incroyable d'être dans cette situation-là, dans la 6e puissance mondiale. Et je voudrais aussi parler de Sanofi qui effectivement n'a pas été en capacité de produire ses vaccins parce que on a laissé tout ça en fait. On va en parler parce que les enjeux financiers ont pris le pas en fait. Et c'est assez dommageable. Et on va en parler d'ailleurs de Sanofi dans un instant. Restez avec nous, Loïc Prudhomme et Jean-François Saluzo. On poursuit le débat dans un instant avec un économiste de la santé qui sera avec nous. Le temps pour nous, Marilyn, de rappeler la question du jour à nos auditeurs, la question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et puis au 0826 300 300. Bien sûr, vous nous appelez. Tout à fait. Pensez-vous qu'une 3e dose soit nécessaire, prématurée ou exagérée? Pour l'instant, c'est exagéré à 84% qui remporte assez largement finalement. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Bonjour à tous, bonne matinée à tous sur Sud Radio. Il est 9h24, on continue le débat autour de la question du jour des vaccins, l'ARN messager, le variant Delta. Pensez-vous qu'une 3e dose soit nécessaire, prématurée ou exagérée? On continue avec nos invités Jean-François Saluzzo, virologue, et Loïc Prudhomme, député LFI de la 3e circonscription de Gironde. Et puis on est aussi avec un nouvel invité qu'on accueille, c'est Frédéric Bizard qui est économiste de la santé. Bonjour.
Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin dans ce débat sur Sud Radio. Vous êtes donc effectivement économiste de la santé. On en parlait juste avant la pub de la question des enjeux économiques de cette troisième dose. Ils sont importants. C'est quoi les enjeux principaux de cette troisième dose, que ce soit pour les États ou pour les labos? Cette troisième dose, sur un plan scientifique, en tout cas aujourd'hui, n'est pas confirmée. C'est-à-dire que vous n'avez aucune agence américaine, la FDA, ni l'agence européenne, l'EMA, n'a validé. Alors pardon, mais Frédéric Bizard, on vous entend très très mal. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur l'autre pied, basculer de l'autre côté? Voilà, on vous entend beaucoup mieux, allez-y. Bon. Donc je disais que sur un plan scientifique, elle n'est pas encore avérée, puisqu'il y a ni l'agence américaine ni l'agence européenne du médicament, on a validé l'intérêt scientifique à ce stade, ce qui n'est pas rien. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, cette troisième dose n'est pas possible. Je pense que la priorité, elle est en France à vacciner les personnes fragiles qui ne le sont pas. Il y avait 5 millions de personnes considérées comme à risque qui ne l'étaient pas début juillet. Je ne sais pas aujourd'hui quel est ce nombre. Loïc Prudhomme nous le rappelait effectivement tout à l'heure dans ce débat. Oui. Donc, et la deuxième priorité, c'est évidemment de vacciner les 98% de la population des pays à faible revenu qui ne le sont pas. Maintenant, donc il y a une stratégie des laboratoires qui est de vendre un maximum de doses aux pays à haut revenu, donc qui sont largement vaccinés aujourd'hui. D'où cette pression pour cette troisième dose. Hein. Et aujourd'hui, il n'y a que les laboratoires pour mettre la pression, que les laboratoires, c'est-à-dire Moderna et Pfizer, parce qu'on entend beaucoup les big pharma. Mais vous savez, les big pharma aujourd'hui, c'est Pfizer plus une société de biotechnologie relativement récente qui s'appelle Moderna. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur tout un secteur parce que vous avez deux gagnants dans cette affaire. Mais en effet, il y a un risque d'image, voire d'acceptabilité sociale à ce que ces deux laboratoires engrangent des profits extrêmement importants en augmentant avec justement des prix vous alliez en parler à l'instant, les prix des vaccins qui augmentent. On l'a appris un peu par surprise avec les informations obtenues par le Financial Times ce week-end qui lui dit plus 25% pour le prix du vaccin Pfizer à 19,50 €, plus 13% pour le Moderna à 21,50 €. C'est une surprise ça, parce que c'est pas la première augmentation en plus pour ces vaccins. Il y a plusieurs aspects dans cette hausse de prix. D'abord, il y a quelque chose d'assez aberrant qui est l'opacité sur ces contrats. Je vous rappelle que cet argent, c'est 100% d'argent public, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tous ceux qui nous écoutent. Bon, donc le fait qu'il n'y ait même pas de transparence sur les prix, ça c'est absolument infernal. Il y a rien qui ne justifie ça. Qu'on n'ait pas les conditions de négociation, enfin les conditions principales et les éléments principaux du contrat, ça je pense que c'est absolument injustifiable. C'est-à-dire que le prix en soi de 19,50 € n'a rien de scandaleux quand vous raisonnez sur un plan économique sur l'aspect coût-bénéfice. C'est-à-dire que la rentabilité économique du vaccin est tellement importante que c'est pas ça qui est... Il n'y a pas nécessité de... Il n'y a pas nécessité. En revanche, qu'il y ait une augmentation de 25% des prix sans aucune contrepartie, par exemple, de distribution de ces vaccins dans une grande ampleur dans les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires, ça c'est beaucoup plus discutable. Mais à qui la faute ? Est-ce que c'est à Pfizer qui profite de cette situation quasi monopolistique ou duopolistique, ou est-ce que c'est aux acheteurs qui font preuve d'un égoïsme sans fond, c'est-à-dire qui préemptent quelque part les futures doses de vaccins en achetant 1,8 milliard de doses. Enfin, je rappelle que l'Union européenne, c'est 450 millions de personnes. Comment est-ce que l'Union européenne va négocier 1,8 milliard de doses, c'est-à-dire va assécher le marché? La capacité de production de Pfizer, c'est de l'ordre de 3 milliards. Là, donc déjà, l'Union européenne préempte 50% de la capacité de production du principal producteur. Une dernière question, Frédéric Bizard, on vous a compris là, sur ce sujet. Une dernière question, dans l'absolu, c'est cher ce vaccin par rapport à d'autres vaccins ou pas ?
Non, enfin d'abord, tout dépend comment vous raisonnez. Si vous raisonnez en termes de valeur brute du vaccin, cette valeur elle est très élevée aujourd'hui parce que c'est le principal arsenal pour continuer à vivre à peu près normalement dans une pandémie qui dure. Donc ça, vous pourriez le payer 150 € sur un plan économique, de la valeur économique, il n'y a pas. En revanche, on sait que le coût de production, Pfizer vend soi-disant au coût de production à 5,50 € pour l'Union africaine. Bon, donc vous voyez, c'est 5,50 € selon Pfizer les coûts de production. Donc vous voyez la marge qu'il y a. Donc on pourrait l'acheter. Et d'ailleurs, demain probablement que ce vaccin, c'est-à-dire quand il y aura Novavax, peut-être Sanofi, peut-être d'autres sur le marché, on sera plutôt à des coûts de l'ordre de 10 €. Mais encore une fois, la question principale, c'est de dire qu'il faut absolument pousser les laboratoires à vendre dans le monde entier, y compris et c'était d'ailleurs, c'est ça l'enjeu. C'est ce que disait d'ailleurs Jean-François Saluzzo qu'on a avec nous. Oui, mais ça, c'est pas les laboratoires qui vont le faire, monsieur. C'est aux pays riches de négocier. Ah, mais c'est pas ce que disait Jean-François Saluzzo justement là-dessus. C'est pas ce qu'il sous-entendait, ou Loïc Prudhomme aussi. Non, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est aux pays à haut revenu très rapidement, de négocier pour les pays à faible revenu. S'ils ne le font pas, c'est ça l'aide humanitaire, voilà. Donc c'est bien de parler de biens publics, de biens communs et tout ça, mais enfin, c'est mieux de le rendre possible. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric Bizard. Je rappelle, vous êtes économiste de la santé. Merci d'avoir participé à ce débat. Juste une réaction rapidement, Jean-François Saluzzo. Je rappelle, vous êtes virologue. Sur ce que disait à l'instant, notamment Frédéric Bizard. Il parlait de la pression des laboratoires sur cette logique un petit peu économique, financière, qui a un impact important. Pour revenir sur la question sanitaire, vous l'aviez développé au tout début de ce débat. Pour quelles personnes, concrètement, cette troisième dose, cette dose de rappel, voilà, pour être précis, serait utile à l'heure actuelle avec les connaissances qu'on a? Non, actuellement, il est évident que les personnes affaiblies, notamment dans les EHPAD, les personnes immunodéprimées, etc. Vous savez, quand on vaccine contre le virus de la grippe, les résultats ne sont pas excellents au niveau des personnes âgées. Donc, effectivement, ce sont des personnes cibles prioritaires. Vous savez, la majorité des vaccins, sinon 99% des vaccins, sont des vaccins pédiatriques pour les enfants. Il y a très peu de vaccins qui sont destinés en primo-vaccination contre les personnes âgées, en dehors peut-être de la grippe et maintenant de cette Covid. Donc il est évident que c'est une cible très importante qu'il va falloir toucher. Maintenant, un petit mot sur le prix du vaccin. Disons que ce qui a été dit est très intéressant, mais les prix des vaccins, effectivement, ne sont pas très élevés par rapport aux vaccins nouveaux. Quand on a lancé un vaccin contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus, c'était à plus de 150 €. Mais dans le cas présent... là. Voilà, 150 $. Disons, vu le marché ici, évidemment, le problème est légèrement différent. En outre, la présentation pharmaceutique de Pfizer ou de Moderna n'est pas ce qu'il y a de plus sophistiqué. Un flacon de 5 doses à conserver à moins 70 degrés, c'est évidemment pas ce qu'il y a de plus sophistiqué. Donc là aussi, il y a une marge, un gain de productivité énorme, parce qu'un mise-sous-prend pharmaceutique coûte également cher. Quand vous achetez votre vaccin grippe, vous avez votre seringue et votre produit monodose. Donc c'est vrai qu'il y a, à mon avis, de quoi rediscuter tout ceci. Vous restez en tout cas avec nous, Jean-François Saluzzo, et puis Loïc Prudhomme. On vous donnera la parole justement dans un instant avec un auditeur qui nous appelle, Hervé, qu'on accueillera dans un instant sur Sud Radio. Tout compris, CarNext. Des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com. Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio. L'Allemagne, le Royaume-Uni, Israël, dans ces pays, on a déjà choisi de mettre en place à l'avenir ou dès à présent une troisième dose, une dose de rappel pour le vaccin contre le Covid. Pensez-vous qu'une troisième dose de vaccin soit nécessaire, prématurée ou exagérée? C'est la question qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter. Vous nous appelez au 0826 300 300. Oui, au standard, on a la réaction d'un auditeur qui est Hervé d'Antony, qui voulait justement réagir sur ce sujet. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour.
Bonjour, oui, écoutez, je serais bien présomptueux pour dire s'il faut une troisième dose. C'est vrai que ça me semble un peu exagéré parce qu'il faudrait déjà vacciner tous ceux qui ne sont pas vaccinés en France. Mais surtout, moi, ce que je voudrais, c'est rebondir sur les propos de l'ultra-gauche des Insoumis qui semble dire que d'un côté, il y a les bons, c'est-à-dire forcément lui, il pense à la santé, et puis les méchants, c'est forcément le gouvernement, quel qu'il soit. Donc, il ne pensait qu'à l'économie. Je vous signale simplement que sans l'économie, on pourrait pas vivre non plus, on ne pourrait pas avoir de vaccin. Mais je crois que, en fait, les Insoumis, quand ils ont pris le pouvoir quelque part, comme au Venezuela, eux, alors c'est ni la santé ni l'économie. Alors les Insoumis n'ont pas encore pris le pouvoir là-bas. Non, oui. mais je le laisse faire. Non, mais moi j'entends le discours manichéen avec les bons et les méchants. Et donc son discours, bon, ce que je comprends très bien, c'est la propagande, c'est totagiquement idéologique. Alors qu'est-ce qui vous choque concrètement par rapport à cette dose de rappel sur ce que disait tout à l'heure justement Loïc Prudhomme, on le rappelle, député LFI de Gironde, qui vous écoute, hein. Oui, non, mais j'en suis bien convaincu. Non, mais il y a rien qui me choque, si vous voulez. Non, mais il est difficile pour quelqu'un comme moi, si vous voulez, qui est bon, je dis rien, mais j'ai pas des connaissances suffisantes en économique et puis sur les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir donner un avis. Déjà, si vous voulez, moi je me rends compte que les virologues, les médecins, etc., c'est déjà très compliqué pour eux. Et donc, si vous voulez, bon, ils prennent des dispositions pour éviter, si vous voulez, que ça fasse traîner de poudre. Mais donc, si vous voulez, on suit. Si vous voulez, on court après le vaccin, on court après l'épidémie, et donc, bien présomptueux serait celui qui dit ce qu'il faut véritablement faire. Donc les gens se débrouillent, mais moi ce que je n'admets pas, si vous voulez, c'est les discours idéologiques de la France insoumise qui rêvent en fait de recréer l'URSS. Non, mais je lui dis parce qu'on le dit pas assez. Parce que vous l'avez dit, et vous avez entendu Hervé. Alors on va être obligé, on a compris en tout cas votre message, et sur Sud Radio, vous avez la parole, vous l'avez dit en tout cas, et il vous a entendu justement Loïc Prudhomme. Loïc Prudhomme, vous entendez, alors c'est quoi? C'est la France insoumise un peu donneur de leçons, c'est ça? Non, je pense que monsieur a une allergie, sans doute une allergie à la protection des biens communs. Je pense qu'on a trouvé, enfin, dans les discours, y compris de vos invités, sur cette question, je pense que j'ai pas de tenue de discours manichéen ou d'idéologie, mais plutôt basé sur effectivement des faits, de la science, et que nous, on y apporte des solutions. Alors qu'elles ne conviennent pas à votre auditeur, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais il s'agit pourtant de solutions concrètes qu'on a travaillées, que l'on a, pour lesquelles on a démontré qu'elles étaient sans doute plus efficace que la politique sanitaire qui est menée aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Aujourd'hui, je dis que les États, et notamment d'ailleurs, vous avez travaillé au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, notamment sur ces questions de vaccins. Donc vous avez beaucoup travaillé sur cette question-là vous-même. Bien sûr, mais c'est pour dire que les États se sont désarmés au plan sanitaire, et c'est pour ça que nous, on préconise qu'il y ait un retour d'un pôle public du médicament, parce que c'est une utilité. Et puis aussi, on constate, et ça, votre auditeur ne pourra pas le démentir, c'est que les budgets successifs depuis 3-4 ans sur la sécurité sociale ont été votés à la baisse, les lits continuent à fermer même pendant la pandémie. Alors bon, si ça c'est faire de l'idéologie que de juste de prendre les faits et puis de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça et que nous on pense qu'il faut faire autrement pour lutter contre cette pandémie, bon, dont acte, mais je pense qu'effectivement il faut que monsieur prenne un médicament contre une allergie à l'insoumission. Mais ça existe. Faudrait demander à Sanofi de développer je ne lui en veux pas, je le taquine un peu parce que je le taquine un peu parce que vous taquinez aussi. Je trouvais qu'il était un peu caricatural, mais voilà, c'est l'idée, vous le savez, sur Sud Radio, que chacun puisse avoir la parole, et puis on échange, on discute, et puis chacun a son avis. Ça n'empêche pas, de temps en temps c'est un peu chaud, mais en tout cas de s'écouter, et c'est important. Vous l'avez écouté, et il vous a écouté. Merci à Hervé, merci à vous en tout cas. Loïc Prudhomme, on le rappelle, bien sûr, député LFI de Gironde. Merci d'avoir été avec nous, et puis merci aussi à Jean-François